Dans la nuit du 13 octobre, les sirènes ont commencé à hurler le long de la frontière, la plus à l'est et la plus vulnérable de l'OTAN, perturbant le sommeil de l'Europe. Parce qu'une présence militaire russe inhabituellement importante se formait à proximité. Ce jour-là, les troupes russes ont pris position avec assurance au Satsibut, une anomalie géographique à la frontière estonienne, l'un des points les plus sensibles de l'OTAN. C'était un mouvement classique du Kremlin. Mais en quelques heures, un ordre froid et résolu de Tallinn a conduit les gardes-frontières estoniens à sceller le passage de Satsa. En fait, ce n'était pas seulement un tronçon d'asphalte de 900 mètres qui était scellé, mais toutes les voies d'évacuation du pari dangereux que Vladimir Poutine jouait depuis les 2 derniers mois. Cette frontière particulière et presque indéfendable, où le territoire russe s'enfonce en Estonie comme un poignard, est soudain devenu un point chaud mondial. Dans la nuit du 13 octobre, Kunta Podolsky, directeur des opérations du Conseil de la police et des gardes-frontières estoniens, a déclaré: nous avons détecté une activité militaire significativement plus élevée que la normale de l'autre côté de la frontière. Nous avons fermé le passage indéfiniment pour prévenir d'éventuelles provocations et menaces hybrides. La déclaration de Podolsky mettait la situation à nu. Cette déclaration froide était en réalité une alarme cachée derrière un langage diplomatique. Comme confirmé par des images satellites et des analystes en intelligence open source, des unités appartenant à la 76e division aéroportée russe avaient quitté leur base permanente à Pskov et commencé à se rassembler à ce point très sensible. Des chars russes, des transporteurs de personnel blindés et des systèmes de guerre électroniques prenaient une position à seulement quelques centaines de mètres du territoire de l'OTAN. La perfection de cette opération dépassait de loin le hasard. C'était la preuve d'une intelligence impeccable. Dès le moment où les unités militaires russes ont démarré leurs moteurs dans leur caserne à Pskov, les yeux de l'Estonie et de ses alliés étaient posés sur elle. Des avions espions de l'OTAN dans le ciel, tels que le RC-135 Rivet Joint, écoutaient les communications de commandement russes avec de l'intelligence des signaux, tandis que des capteurs sismiques au sol et des patrouilles clandestines déployées le long de la frontière rapportaient cette activité inhabituelle au centre de crise à Tallinn des heures à l'avance. Et l'Estonie avait déjà fermé le passage frontalier de Narva à seulement 100 km de Saint-Pétersbourg jusqu'à la fin de la guerre. Pour comprendre la frontière occidentale de la Russie, il faut regarder au-delà des lignes sur la carte et voir une mentalité faite d'acier, de béton et de paranoïa. Le passage frontalier de Narva et la jambe de Sartsa, les deux manifestations les plus concrètes de cette mentalité, étaient deux armes différentes que Moscou tenait contre l'OTAN. L'une une menace évidente, l'autre un poignard caché. Cependant, la possibilité que ces portes se ferment non seulement rend ces armes inefficaces, mais transforme aussi Kaliningrad, le plus grand atout de la Russie dans la Baltique, d'un un os coincé dans la gorge de Moscou, un piège stratégique mortel. Donc ce n'était pas seulement une question de contrôle des frontières. C'était un scénario d'un empire en train de se noyer. Jusqu'à présent, Narva a été une arme multicouche pour le Kremlin. Économiquement, c'était une ligne de vie reliant Saint-Pétersbourg à l'Europe par laquelle des milliards de dollars de commerce circulaient. Militairement, c'était un corridor d'attaque par lequel les unités blindées russes pouvaient envahir rapidement l'Estonie en cas de conflit potentiel clouant les forces de l'OTAN au nord. L'objectif ultime de ce plan était d'ouvrir une ligne de vie vers Kaliningrad isolée en perçant le corridor de Suwałki via la Biélorussie au sud, tandis que l'attention de l'OTAN était focalisée au nord. Mais au moment où cette porte se ferme, toute l'équation s'effondre. Si la fermeture de Narva était un coup stratégique grand et bruyant, le scellement de la jambe de Sartsa, avec des blocs de béton, est un poignard silencieux et mortel plongé dans le cœur de la doctrine de guerre hybride de la Russie. Cette anomalie géographique était une porte dérobée secrète utilisée par le Kremlin pour infiltrer le territoire de l'OTAN, créer de l'instabilité et préparer le terrain pour une opération plus large. Pour les Berberus, pour les équipes de Spetsnaz, les saboteurs du GRU et les petits hommes vers ce terrain boisé étaient une route d'infiltration parfaite pour saper le système nerveux de l'OTAN de l'intérieur. Au moment où cette porte est scellée, l'avantage asymétrique de la Russie disparaît complètement. Les infiltrations clandestines, les provocations de faible intensité ou les raids de sabotage soudains deviennent impossibles. Alors pourquoi le gouvernement estonien a-t-il soudain décidé de fermer ce passage frontalier à 3 heures du matin?
C'était le coup final dans une guerre de nerfs de 60 jours s'étendant de l'attaque hybride de la Biélorussie en août, qui a vu des milliers d'innocents entassés à la frontière polonaise aux jets russes errant dans les cieux de la Baltique. Cependant, cette fois, les calculs du Kremlin étaient gravement mal placés. Il ne faisait pas face à l'Europe timide de 2014, mais à la Pologne et à l'Estonie, coordonnant pour paralyser toute la logistique terrestre de la Russie. En regardant l'ensemble de l'échiquier, il était clair que ce mouvement à Satsa était le lien final et le plus audacieux d'une stratégie systématique d'étranglement et de violation qui durait depuis des mois, voire des années. Le piège qui s'est refermé à Sansa le 13 octobre était en réalité le résultat inévitable d'une crise géopolitique, une guerre de nerfs, qui s'était intensifiée au cours des 2 derniers mois. Cependant, cet incident n'était que la partie émergée de l'iceberg. Chaque mouvement dans ce jeu d'échecs mortel était conçu comme une réponse au précédent, attirant la Russie pas à pas dans le piège. Cela a commencé à l'été 2025 lorsque la Biélorussie, l'allié le plus loyal de la Russie, a jeté sans pitié des milliers de migrants innocents du Moyen-Orient et d'Afrique aux frontières de la Pologne et de la Lituanie. C'était une application classique de la stratégie de Gerasimov, atteignant des objectifs militaires et politiques par des moyens non militaires. L'objectif était triple. Premièrement, paralyser la sécurité frontalière de la Pologne et de la Lituanie et créer le chaos dans leur opinion publique intérieure. Deuxièmement, créer une faille au sein de l'Union européenne et la forcer à détourner son attention et ses ressources de l'Ukraine vers cette crise artificielle. Troisièmement, et le plus important, tester la résolution de l'OTAN et son temps de réponse. Le Kremlin calculait que Bruxelles et Varsovie seraient démunis face à ce drame humanitaire, s'engageraient dans de longues discussions et chercheraient finalement une sorte de compromis. C'était la première étape vers l'assouplissement du flanc est de l'OTAN. L'OTAN a vu clair dans ce bluff immédiatement. Au lieu de semaines de bavardage diplomatique, la Pologne a répondu avec une résolution historique. Elle a fermé les passages frontaliers, ferroviaires et routiers les plus critiques avec la Biélorussie indéfiniment à toute activité commerciale. Ce n'était pas seulement une représaille, mais une onde de choc stratégique. Ce jour-là, l'artère logistique principale de la Russie et surtout de la Chine pour transporter des biens vers l'Europe via la nouvelle route de la soie a été sectionnée d'un seul coup. Le pont terrestre le plus important de la Russie vers l'ouest avait été détruit. Ce mouvement a envoyé le premier message clair au Kremlin. Vos attaques hybrides auront désormais un coût économique beaucoup plus lourd. Lorsque la Russie a rejeté le mouvement de la Pologne comme un bluff et a refusé de reculer, un deuxième coup plus douloureux est venu de la partie nord de l'échiquier. Le gouvernement estonien, dans une décision rapportée par des agences internationales, telles que le Moscow Times, a annoncé que le passage frontalier de Narva, le point de transit le plus vital reliant Saint-Pétersbourg de la Russie à l'Europe et indirectement à Kaliningrad, resterait fermé à tout trafic de véhicules jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Le coup de la Pologne depuis le sud combiné au coup de marteau de l'Estonie depuis le nord a amené toute la connexion terrestre de la Russie avec l'Europe au bord de l'effondrement. Logistiquement étranglés, ses plans s'effondrant un par un, et d'acculé sur l'échiquier, la Russie a recouru à ce qu'elle connaît le mieux, la force brute et le harcèlement désespéré. Cependant, la conséquence la plus dévastatrice et douloureuse de cette réaction en chaîne a directement frappé Kaliningrad, le bastion de la Russie, dans la Baltique, le poignard plongé dans le cœur de l'Europe. Le passage frontalier de Narva, la principale porte d'entrée de la Russie de Saint-Pétersbourg vers l'Europe, qui avait été fermé depuis des mois. La fermeture de ce passage a coupé l'une des artères logistiques alimentant le bastion de Kaliningrad de la Russie, le poussant dans un isolement stratégique. Cette région stratégique, qui avait été vantée pendant des années comme une menace pour l'OTAN, est soudain devenue la plus grande faiblesse de la Russie, son point le plus vulnérable. Avec ses routes d'approvisionnement terrestre complètement coupées, Kaliningrad a été réduit à une île qui ne pouvait être approvisionnée que par mer et par air. Considérant que la mer Baltique, avec la participation de la Suède et de la Finlande, est effectivement devenue un lac de l'OTAN, le risque de l'approvisionner par mer est évident. Le mouvement audacieux de l'Estonie était le lien final dans la chaîne soutenant l'encerclement logistique de Kaliningrad. Poutine avait poussé Kaliningrad qu'il prévoyait d'utiliser comme levier pour briser le flanc de l'OTAN dans un piège de ses propres mains. La forteresse était maintenant devenue une prison. À ce stade, toutes les pièces sur l'échiquier se mettent en place, révélant pourquoi le mouvement de l'Estonie
n'est pas une simple défense, mais un échec et mat stratégique impeccable. Avec cette position résolue, l'Estonie a prouvé au monde que toute la doctrine de guerre hybride de la Russie et sa puissance militaire accumulée au cours des dernières années n'est rien d'autre qu'un grand bluff et une bulle de propagande. Située en plein cœur de l'Europe, c'est une région entièrement militarisée, équipée de missiles Iskander, capables de porter des armes nucléaires de systèmes de défense aérienne S-400 et de toute la flotte russe de la Baltique. C'était le plus grand atout de Poutine contre l'OTAN. Sans tirer un seul coup de feu, la Pologne et la Lituanie ont utilisé une seule loi de l'Union européenne pour transformer la forteresse imprenable de Poutine en une prison à ciel ouvert du jour au lendemain. En octobre 2025, la Pologne et la Lituanie ont invoqué les articles pertinents du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, citant des menaces hybrides persistantes et les violations constantes du droit international par la Russie. Ce mouvement apparemment technique et bureaucratique était en réalité l'un des mouvements les plus audacieux jamais faits contre la Russie, une puissance nucléaire. Avec cette décision, tout transit routier et ferroviaire à travers le territoire polonais et lituanien de la Russie vers Kaliningrad ou de Kaliningrad vers la Russie a été complètement arrêté pour les biens soumis aux sanctions de l'UE. Pour comprendre le génie de cette opération et l'impuissance qu'elle a créée pour la Russie, il est nécessaire d'examiner d'abord en détail les lignes de vie fragiles de Kaliningrad, puis comment ces lignes de vie ont été sectionnées. Dans des circonstances normales, la vie économique et sociale de Kaliningrad respirait à travers deux corridors terrestres principaux. Le corridor lituanien était la ligne de vie la plus vitale. Les trains de fret des centres russes, tels que Pskov et Saint-Pétersbourg, entraient en territoire lituanien via la Biélorussie, passant au sud de Vilnius pour atteindre Kaliningrad. Presque tout le fret lourd, tel que l'équipement militaire, les produits industriels lourds, le charbon et les céréales, était transporté via cette ligne ferroviaire. Dans le corridor polonais, les camions entrant en Pologne via la Biélorussie passaient au nord-est de Varsovie et contournaient l'écart stratégique de Suwałki pour atteindre Kaliningrad. Les aliments, les biens de consommation et les produits commerciaux plus légers utilisaient généralement cette route. Ces deux corridors étaient les artères reliant Kaliningrad à la Russie. Sans ces artères, il aurait été impossible de nourrir la population civile de 1 million d'habitants de Kaliningrad, de réapprovisionner sa garnison de dizaines de milliers de soldats et de maintenir la flotte de la Baltique opérationnelle. Le réapprovisionnement par mer et par air était à la fois extrêmement coûteux et en cas de crise une méthode beaucoup plus vulnérable militairement. Les succès de l'Ukraine contre les navires russes en mer Noire en utilisant des drones navals avaient déjà prouvé à quel point le réapprovisionnement maritime était risqué. Par conséquent, Kaliningrad dépendait entièrement de ces routes de transit à travers les territoires de la Pologne et de la Lituanie, tous deux membres de l'OTAN et de l'UE pour survivre. Cependant, la Pologne et la Lituanie ont transformé cette dépendance géographique en une arme stratégique. Ce qu'elles ont fait n'était pas de déclarer un nouveau blocus. Ce qu'elles ont fait était d'appliquer strictement les sanctions que l'Union européenne imposait déjà à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, également pour les biens en transit passant par leur territoire. Alors que contenait cette liste de biens sanctionnés et que signifiait-elle pour Kaliningrad, qu'est-ce que cela signifie? L'entrée terrestre de centaines de produits à Kaliningrad était maintenant interdite, y compris le ciment, le métal, le charbon, les produits high-tech, les pièces de machines et même les biens de consommation de luxe. Cette liste est si complète qu'elle arrête effectivement le transit de presque tout ce qui soutient l'économie militaire et civile de Kaliningrad, sauf les nécessités humaines de base, telles que la nourriture et les médicaments. L'aspect le plus ingénieux de ce blocus est la manière dont il est mis en œuvre. Il n'y a pas de chars ou de soldats arrêtant les convois russes à la frontière. Il n'y a que des douaniers polonais et lituaniens qui font calmement et professionnellement leur travail avec des tablettes affichant les réglementations de l'UE. Le processus est brutalement simple. Un train ou un convoi de camions en provenance de Russie atteint la frontière. Les douaniers prennent le manifeste de cargaison et comparent chaque article de la liste avec les milliers d'articles sanctionnés par l'UE. Si même un seul wagon ou conteneur contient un produit interdit, non seulement ce wagon ou ce camion, mais tout le convoi est renvoyé. Il n'y a pas d'exception. C'est un cauchemar bureaucratique exaspérant pour la Russie. Il n'y a pas de cible militaire contre laquelle riposter. Il n'y a pas d'acte d'agression dont se plaindre.
Il n'y a que des fonctionnaires européens disant « Désolé, ce sont les règles ». Ce mouvement légal a privé Poutine de son plus grand atout de négociation. Kaliningrad a été commercialisé pendant des années comme une bulle de déni d'accès, dominance de zone par la propagande russe. Avec les missiles S-400 et Iskander déployés là-bas, il était prétendu avoir déclaré une grande partie de la mer Baltique et la moitié de la Pologne interdite aux avions et navires de l'OTAN. Cependant, ce dernier mouvement est transformé ce bouclier A2AD en une cage isolant Kaliningrad du monde extérieur. Ces missiles ne gardant plus l'OTAN dehors, ils piègent la flotte et la garnison de la Baltique de la Russie à l'intérieur. Un atout stratégique est soudain devenu un fardeau logistique massif et un piège. Mais les racines de cette tension sont beaucoup plus profondes, reposant dans les champs de bataille numériques de l'histoire. En 2007, l'Estonie est devenue la cible de la première attaque cybernétique à grande échelle de l'histoire. Organisée par la Russie, cette attaque a complètement paralysé le système bancaire du pays, les bureaux gouvernementaux et l'infrastructure de communication. C'était comme un Pearl Harbor numérique. Ce traumatisme s'est gravé dans l'ADN de l'Estonie, les forçant à construire l'une des architectures de défense cybernétique les plus robustes au monde. Cette blessure historique est une clé critique pour comprendre la résolution actuelle de l'Estonie et son niveau de préparation. Le verrouillage logistique imposé à Narva, la terreur semée dans les cieux, et enfin l'accumulation militaire à Satsa. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Tous étaient des pièces du même scénario sombre. Des étapes calculées prises par l'ours pour effrayer, isoler et paralyser sa proie avant de la dévorer. Mais cette fois, l'ours trouverait non pas un cerf, mais un porc épic dont chaque quille est empoisonné. Pendant que cette confrontation avait lieu, une opération massive se déroulait en arrière-plan. Rediriger le trafic civil vers des routes alternatives en quelques secondes n'était pas un simple ajustement de circulation. C'était une opération pour nettoyer complètement une zone de conflit potentiel des éléments civils, préparant un champ de tir propre pour l'armée estonienne et les dizaines de milliers de volontaires derrière elle. À mesure que chaque véhicule civil était retiré de la zone, les dernières touches étaient apportées aux tombes préparées pour les chars russes. L'Estonie n'avait pas seulement fermé sa frontière à la Russie, mais avait aussi préparé un champ de bataille de son choix pour être joué selon ses propres règles. Derrière la confiance inébranlable et le mouvement audacieux de l'Estonie se cache une stratégie de défense mortelle, la stratégie du hérisson. Méticuleusement tissée au cours de la dernière décennie combinant la technologie occidentale avec le traumatisme de l'occupation soviétique. L'esprit de cette stratégie ne vise pas à gagner une guerre conventionnelle. Elle a un objectif beaucoup plus impitoyable et clair, transformer une invasion en une expérience si sanglante, coûteuse et infernale pour la force envahissante qu'elle s'étouffe à mort, se déchirant la gorge à cause du hérisson qu'elle a essayé d'avaler. L'activation de cette stratégie signifie que non seulement une armée, mais une nation entière est entrée en guerre. La Ligue de défense, composée de plus de 90 000 volontaires pleinement équipés et hautement motivés des experts en cybersécurité des clubs de chasse locaux et même des soldats à la retraite, tous s'intègrent à l'armée sur un seul commandement. En allouant plus de 3% de son produit intérieur brut à la défense, l'Estonie a constitué un arsenal capable de paralyser une armée plusieurs fois plus grande. Qu'ont-ils acheté avec cet argent? Des lance-roquettes multiples, M142 HIMARS, fabriqués aux États-Unis, qui ont transformé des bataillons de chars russes en Ukraine en cimetières de ferraille. Des missiles anti-navires Blue Spear, coproduits par Israël et Singapour, capables d'envoyer n'importe quel navire de guerre russe dans la mer Baltique au fond de la mer en quelques secondes. Et des systèmes de défense aérienne portatifs Pioron, fabriqués en Pologne, qui effaceront les hélicoptères d'attaque russes et les jets volant bas du ciel un par un. Ces armes sont les épines du hérisson de l'Estonie. Chacune un antidote mortel high-tech, conçu pour neutraliser un élément spécifique de la puissance militaire de la Russie. Lorsque les stratèges du Kremlin ont planifié cette opération, ils avaient sur la table un scénario de guerre hybride classique qui avait fonctionné de nombreuses fois auparavant. Le plan était simple: créer une tension militaire à la frontière, diffuser de la désinformation en utilisant des excuses comme la sécurité des Russes ethniques, déclencher un débat au sein de l'OTAN sur la question de savoir si cela valait la peine d'entrer en guerre pour ce petit pays, évaluer la réaction de l'Occident et finalement forcer l'Estonie à la table des négociations pour une sorte de compromis. C'était une tactique qui avait fonctionné impeccablement
en Géorgie et en Crimée, et dans les premières années de Donbass. Poutine et ses généraux pensaient trouver un gouvernement, une fois de plus effrayé, incertain de ce qu'il fallait faire, attendant un appel téléphonique de ses alliés occidentaux. Cependant, ces attentes ont été brisées par la réalité dure comme la pierre de l'Estonie. La plus grande erreur de Poutine a été de ne pas lire l'esprit des temps. Par exemple, Poutine pensait tester l'Ukraine lâche et non préparée de 2014. Mais il a trouvé un pays qui avait mémorisé toutes les leçons que l'Ukraine avait apprises par le sang et les larmes au cours de la dernière décennie. Un pays qui était devenu complètement immunisé contre les tactiques et la propagande russe. L'Estonie avait vu comment le mythe de l'armée invincible de la Russie s'était enlisé dans les steppes ukrainiennes. Elle avait appris à quel point la logistique russe était fragile, à quel point leur système de commandement et de contrôle était encombrant, et surtout comment une armée motivée équipée de technologies occidentales pouvait arrêter ce géant. Ce qu'il a trouvé n'était pas un gouvernement effrayé, mais une forteresse qui avait vu son mouvement des heures à l'avance était prête à répondre militairement immédiatement et surtout avait derrière elle la dissuasion nucléaire inébranlable de l'article 5 de l'OTAN. Poutine, pensant menacer un pion sur l'échiquier, n'a pas réalisé qu'il avait en fait mis son propre roi devant le château le plus fort de son adversaire. Ce n'était pas une erreur de calcul, mais un angle mort stratégique. La décision de l'Estonie de fermer les passages frontaliers de Satsa et de Narva a déclenché un effet domino géographiquement petit, mais stratégiquement massif. Bien que ce mouvement semble être une action unique, lorsqu'il est combiné avec une série de développements en cours dans la région depuis des mois, il s'est transformé en une opération d'étranglement stratégique à grande échelle pour la Russie. Avec la Pologne et la Lituanie ayant déjà largement fermé leurs passages frontaliers, avec la Biélorussie en raison de menaces hybrides, et maintenant l'Estonie scellant complètement sa ligne nord, les portes terrestres de la Russie vers l'Europe étaient effectivement verrouillées. Les corridors logistiques et commerciaux du Kremlin s'étendant vers l'ouest ont été soudain fermés par un rideau de fer. Cette situation a créé une onde de choc non seulement pour l'armée de la Russie, mais aussi pour son économie civile la piégeant à l'intérieur de ses propres frontières. Une intelligence précise, une détermination inébranlable et surtout une supériorité technologique ont montré à quel point cet ours géant est en réalité encombrant et prévisible. Les menaces d'escalade de la Russie sont devenues insignifiantes face à un adversaire qui n'avait pas peur. C'était une victoire non seulement pour l'Estonie, mais pour tous les petits pays de l'OTAN. C'est une paralysie stratégique. Poutine n'est plus celui qui dicte les règles. Il est maintenant celui qui attend impuissant le mouvement de son adversaire. Il y a aussi un aspect de résistance civile et d'évacuation stratégique. C'est là que les plans d'évacuation entrent en jeu. Méticuleusement pensés dans les moindres détails préparés pour sauver la vie de plus de 400 000 civils vivant en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Ces plans ne sont pas une fuite paniquée, mais plutôt une opération pour nettoyer le champ de bataille pour les professionnels. Le gouvernement a cartographié et modernisé tous les abris potentiels à travers le pays. Le plan d'évacuation est conçu pour transporter les segments les plus vulnérables de la population civile vers des zones sécurisées, tout en offrant une liberté de mouvement maximale à l'armée et aux dizaines de milliers de combattants de la résistance volontaire laissés derrière. Cela minimise le chaos qu'une attaque russe sur des cibles civiles créerait et permet une résistance plus organisée et efficace. Cette guerre de nerfs qui dure depuis les 60 derniers jours et a culminé dans le piège qui s'est refermé à Sati, le 13 octobre a déclenché un tremblement de terre géopolitique qui a ébranlé toute l'architecture de sécurité européenne jusqu'à ses fondations avec des effets non limités à la frontière estonienne. Les ondes de choc sismique créées par cette crise se concentrent sur deux points stratégiques, créant une nouvelle et dangereuse réalité pour l'OTAN et la Russie. En fin de compte, la route fermée à Sansa n'est pas seulement un morceau d'asphalte. C'est une ligne de faille géopolitique qui se fissure, symbolisant la fin de l'ère de la paix en Europe. Cependant, la Russie ne fait pas face à une nation effrayée, intimidée et prête à fuir. Face à elle se trouve un hérisson de 1 ou 3 millions d'individus armés des armes les plus avancées au monde, jurant de transformer chaque pouce de son sol en une tombe pour les envahisseurs et chaque forêt en un marécage. Alors, quelles sont vos pensées sur cette affaire? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Pour rester à jour sur les nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Activez les notifications. Activez les notifications. Activez les